Bon ferré, le monde à votre portée. Il est 21h dans le plateau pour la grande édition d'information. Monsieur, Dama, bonsoir et bienvenue. Le président de la République a procédé ce matin à Zender à l'inauguration de la centrale thermique de 22 kW. C'est en présence de plusieurs partenaires et invités. Compte rendu Souleymane Ousmane et Abdoulaye Seydou. Il était exactement 12h56 de ce matin du 28 décembre 2022 quand le président de la République, Mohamed Bazoum, appuya sur le point qui met automatiquement en marche la centrale thermique de Zender à pétrole brut du Niger et du gasoil. D'une puissance de 22 MW, cette centrale a été réalisée dans le cadre de la convention de partenariat public-privé entre la société mauritanienne Itmer et de l'État du Niger sous la supervision du ministère en charge de l'énergie et des énergies renouvelables. Le coût de ce projet s'élève à plus de 14 milliards de francs CFA. La centrale 22 MW, objet de la présente cérémonie, permettra d'assurer un taux de couverture de 125 de la demande de la région des Anders, même en cas d'indisponibilité de la ligne d'interconnexion Kassina-Gazawa-Zender. Ce qui garantit non seulement d'améliorer la qualité des services fournis, mais aussi de secourir partiellement les régions de Maradi et de Tawa. On peut donc, en touchant deux fois du bois, comme certainement le DG Nigelec va me le demander, de promettre au Damagaram, Monsieur le Président, que la région des Anders est désormais à l'abri d'une coupure générale d'électricité de plus de 30 minutes au maximum, Inch'Allah, et pour toujours. Le maire et le gouverneur de la région de Zender ainsi que la société mauritanienne ont tous rappelé la nécessité et les avantages de la convention de partenariat signée entre les parties, ainsi que les efforts de l'État du Niger dans la réalisation de cette importante infrastructure énergétique qui va désormais satisfaire les populations des localités de Zender en besoins énergétiques et même au-delà de la région de Zender, à savoir Maradi et Tawa. Cette nouvelle centrale thermique de Zender va désormais permettre de réduire les coupures d'électricité que subissent souvent les habitants de la région de Zender. Ainsi, la coupure des rubans, le dévoilement des plaques et la visite des installations ont été des moments symboliques de cette cérémonie historique pour la région de Zender. Après l'inauguration de la centrale thermique, le président de la République était en visite au niveau de la zone de défense numéro 1 de Zender. Ensuite, à Myria, où un meeting a été organisé dans l'après-midi. Retrouvons Souleymane Ousmane et Abdoulaye Seydou. Monsieur le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, les honneurs vous sont rendus par... La zone de défense numéro 3 de Zender a reçu le chef suprême des armées, le chef de l'État Bazoum Mohamed, dans ses locaux. Le président de la République est venu témoigner sa reconnaissance et encourager les forces de défense et de sécurité dans leur noble mission. Sur place, le président de la République a trouvé des soldats motivés et engagés. Officiers supérieurs, officiers subalternes, sous-officiers, hommes du rang de la région de Zender, je suis très heureux cet après-midi d'être venu ici devant vous, de m'être adressé à vous et de vous avoir dit que nous vous sommes très reconnaissants du travail que vous faites. Nous en sommes satisfaits. Les missions pour lesquelles vous êtes affectés sont des missions dures, mais vous avez vu, parce que vous êtes déterminés, nous sommes en train de gagner cette guerre contre le terrorisme. Et tant que vous persévérez dans le même comportement que vous avez eu jusqu'à présent, je suis convaincu que nous l'emporterons et très bientôt, Inch'Allah. Ensuite, cap dans la ville de Myria, où un accueil exceptionnel lui a été réservé. La
la population du département de Myria, par le biais de sa première responsable, a témoigné toute la reconnaissance de sa population à l'endroit du président de la République pour avoir pensé et effectué le déplacement ici à Myria. Monsieur le Président de la République, votre visite au niveau de notre département nous honore à plus d'un titre et témoigne de la place qu'occupe le département rural dans votre programme de Renaissance Acte 3. Trouvez ici l'expression de notre profonde gratitude pour le choix de Myria dès la première journée de votre visite dans la région des Andes. En guise de reconnaissance à la population de Myria, le chef de l'État a annoncé de bonnes nouvelles à cette population. Donc, wannan zumuncin da kuka nuna mumu da goyon baya da kuka bamu mu zo mu gaida ku mu zo mu ga yanayin zaman ku wannan ne ya kawo ni ina tare da ministar Lawan Magaji akwai kokarin da muka yi kuma akwai kokarin da zai saura da yayi saura. Le département de Myria a constitué la première étape de la série de visites de Bazoum Mohamed ici à Zander. Les questions de l'éducation, la santé, l'économie et la sécurité ont été développées au cours de ces meetings. Aussi, la ferme avicole de la localité de Myria a été également visitée par le président de la République. Un autre président, mais cette fois-ci de la CNDH, la Commission nationale des droits humains, qui a effectué une visite ce matin à la maison centrale de haute sécurité de Koutoukale. Mati El Hadj Moussa est allé s'inquiéter des conditions de détention des locataires de ce lieu, notamment le respect des droits des prisonniers. Compte rendu, Boubacar Amadou et Rabi Lab. Si le président de la Commission nationale des droits humains a décidé d'effectuer sa toute première visite terrain à la maison centrale de haute sécurité de Koutoukale, c'est pour une raison claire. À un moment donné, il y avait eu quelques difficultés liées à leurs droits, notamment le droit aux visites de leurs parents, le droit aux visites des avocats, des médecins et les droits de se faire apporter sa nourriture. Donc il y a eu à un certain moment donné tous ces problèmes-là liés au fait que la prison civile, comme cette maison centrale de haute sécurité, avait fait l'objet d'attaques terroristes ici, plus d'une fois. Donc des dispositions avaient été prises, des plaidoyers avaient été menés par la Commission nationale des droits humains et ces mesures-là ont pu être assouplies, voire donc suspendu. Nous avons visité la maison d'arrêt. Nous avons trouvé en tout cas une maison d'arrêt propre et tenue avec en tout cas un nouveau responsable très dynamique, plein d'initiatives et qui est en train de prendre donc beaucoup de mesures dans le sens donc du respect des droits humains, dans l'entretien en tout cas des prisonniers et aussi dans la gestion de la prison en tant que telle. Ainsi, Mati El Hadj Moussa s'est entretenu avec le régisseur, le responsable du centre de santé, les jardiniers, les cuisiniers, visiter les différents compartiments à l'intérieur, le service informatique, avant de s'entretenir longuement avec les locataires de la maison d'arrêt de Koutoukale sur le respect de leurs droits. À la suite de ces échanges, le constat est satisfaisant. Les préoccupations de ces derniers ont trouvé un début de solution. Ils ont aussi soulevé la question des visites des parents qui ne sont réservées que pour les mardis. Bon, donc ils trouvent que bon, même si c'est cela qui est maintenu, peut-être que le fait que ce soit un jour ouvrable où leurs enfants ne peuvent pas venir, tous ceux qui sont au service ne peuvent pas venir, ils ont souhaité aussi que l'on voit dans quelle mesure peut-être changer le jour. Nous avons nous-mêmes en fait relevé que les cellules ont besoin d'être mieux aérées. Donc voilà, je crois que de manière ramassée, sinon ils n'ont ni faim ni soif, il n'y a pas de maladie comme ça particulière, il n'y a que quelques cas de certaines maladies pour lesquelles donc, les détenus ont été transférés dans les centres de soins appropriés.
Donc, et à l'infirmerie, il n'y a qu'un cas, je crois, de tuberculose. Il y a un détenu qui est en isolement. Le reste, nous sommes satisfaits, en tout cas, de la visite que nous venons de rendre. Vous savez, la maison centrale de haute sécurité, elle fait peur quand on en parle. Les gens ont une idée que c'est une prison affreuse où on détient des gens comme des animaux, des gens dans des conditions inhumaines. Cette visite fait partie des missions de la CNDH à elle confiées par la Constitution de la République. La loi de 2012 qui régit la Commission nationale des droits humains a donné un large mandat à la Commission donc, de promotion et de protection des droits humains. Ça, c'est donc en 2012. En 2020, il y a eu une loi qui avait été prise et qui a confié à la Commission nationale des droits humains la gestion du mécanisme de prévention de la torture. Et c'est aussi dans ce cadre que nous sommes venus faire la visite pour que nous puissions vérifier de nous-mêmes, puisque le plus souvent on considère que c'est dans les lieux de privation de liberté où les gens sont exposés ou qui sont soumis à de la torture ou qui sont dans des conditions où ils sont susceptibles d'être torturés. Donc vous avez vu qu'avec nous, en tout cas depuis un certain moment, cela n'a plus cours. À toutes les doléances soulevées, pour ceux qui relèvent de la compétence de la CNDH, Mati El Hadji Moussa a pris l'engagement que l'institution saisira qui de droit. Pour rappel, la maison centrale de haute sécurité de Koutoukale compte 416 détenus de plusieurs nationalités. En prélude à la validation du rapport ITE prévu en 2023, l'hôtel Bravia de Niamey a servi de cadre ce matin à la réunion des GMC, groupe multipartite de concertation pour l'examen et la validation du rapport de l'exercice 2022. Achat Mamadou et Mamadou Jouri pour plus de détails. Le Niger se prépare pour sa validation ITE prévue en 2023. Pour être au grand rendez-vous, la présente session pour le groupe multipartite de concertation GMC de procéder à l'examen et la validation du projet de rapport pays pour l'exercice 2020 du dispositif national de mise en œuvre de l'initiative pour la transparence des industries extractives. Je sollicite votre indulgence pour le peu de temps qui vous a été donné pour examiner le rapport. Il y a lieu de remercier les points focaux tant de l'administration que des entreprises pour le travail abattu, très souvent sous pression. Je tiens aussi à remercier la commission audit et collecte du GMC, élargie aux points focaux de l'administration, et aux experts du secrétariat exécutif qui ont décortiqué le projet de rapport autant que le temps le permettait. Je remercie aussi la Cour des comptes qui a bien voulu vérifier les déclarations de l'administration et les certifier. Accordant une importance à ce projet pour le maintien de la bonne gouvernance du secteur extractif, d'où un examen objectif et constructif s'avère nécessaire. Au titre de l'année 2020, les revenus générés par le secteur extractif ont totalisé 80,475 milliards de francs CFA, dont 50,20 milliards pour le secteur des hydrocarbures et 30,455 milliards pour le secteur minier. Si le secteur extractif compte pour près de la moitié de nos exportations, sa contribution au produit intérieur brut reste hélas très faible. Elle est d'environ 7,57%. Au total, le secteur extractif n'a contribué que pour 6,52% aux revenus de l'État. L'examen des rapports vous permettra de faire des propositions pour améliorer le rapportage et surtout la gouvernance de notre secteur extractif. L'objectif est de répondre à l'attente de nos populations, de voir les ressources minérales contribuer de manière significative au développement socio-économique de notre pays. Issus des organisations de la société civile, l'administration,
Les représentants des entreprises, tous ces acteurs ainsi réunis, auront à mettre en exécution leur expertise pour examiner puis valider le rapport du dispositif national de mise en œuvre de l'initiative pour la transparence et les industries extractives ITIE, le deuxième du genre après la réintégration du Niger à l'ITIE en 2020. Un rapport élaboré par le cabinet BDO-LLP sur la base des orientations du rapport de cadrage déjà adopté. Autre aspect de ce journal, 3 nouvelles séries de baccalauréat viennent d'être créées au titre du ministère de l'Enseignement supérieur. L'annonce a été faite en Conseil des ministres du mardi dernier, c'est-à-dire hier 27 décembre 2022. Plus de précisions avec Reina Moussa. Une nouvelle série du bac technique dénommé Industrie pétrolière et 2 nouvelles séries du bac professionnel dénommé respectivement Transport logistique et Transit douane seront désormais prises en compte dans la liste des différentes séries du baccalauréat nigérien. C'est ce qui ressort du projet de décret adopté en Conseil des ministres modifiant et complétant le décret numéro 2020-680 PRN MES-R-I du 6 novembre 2020 portant réorganisation du baccalauréat. Depuis son accession à la magistrature suprême, le chef de l'État Mohamed Bazoum a fait de l'éducation l'une de ses axes prioritaires. Plusieurs réformes ont été engagées dans le secteur éducatif, notamment au titre de l'enseignement supérieur, ce qui explique le taux de réussite au bac qui semble sur la bonne voie avec des résultats satisfaisants. Alors qu'il y a quelques années, le taux de réussite ne dépassait guère que les 15%. Il existe 3 types de bac au Niger. Le bac secondaire comprenant les séries A, C, D et E, le bac technicien avec 2 séries F et G et le bac professionnel avec 8 spécialités. 24 heures après la présentation du rapport d'enquête de la CNDH sur les événements de Tamou, le coordinateur du mouvement M62 a réagi. Abdoulaye Seydou explique que le rapport est loin de clore le débat, l'a relancé. Youssouf Haïdara pour plus de précisions. 11 morts, c'est le bilan définitif annoncé par la Commission nationale des droits humains, CNDH, en ce qui concerne le drame survenu à Tamou en octobre dernier. Ce rapport, dont la synthèse a été présentée par le président de la Commission nationale des droits humains, CNDH, loin de mettre fin au débat sur les événements de Tamou, relance les interrogations selon Abdoulaye Seydou, coordinateur du mouvement M62. Quand on regarde le rapport, et même dans la présentation, aucun élément n'a été brandi pour dire que les personnes qui étaient décédées, c'était des terroristes. Aucun élément n'a été présenté après une enquête d'une dizaine de jours sur le terrain où la commission a rencontré des acteurs clés, n'a été présenté pour dire voilà le matériel militaire récupéré ou détruit à la suite des interventions qui peuvent attester sur le fait que c'était une cible terroriste qui avait été ciblée et qu'il y avait des terroristes qui ont été tués ou neutralisés. Aucun élément. Donc quand la mission est faite et qu'elle n'a pas pu quand même donner des éléments de réponse à ces questionnements que tous les Nigériens se posent, je pense que le rapport de la CNDH n'a fait encore que relancer le débat. Selon toujours l'acteur de la société civile, la CNDH, en procédant à la présentation de son rapport d'enquête, a dérogé à une de ses traditions qui consiste à ne pas publier de rapport sur une question si cette dernière est pendante à la justice, comme fut le cas sur les événements survenus à Terra. Pendant qu'on a évoqué le cas que la justice s'est saisie du dossier pour empêcher une enquête parlementaire, la Commission nationale des droits humains a décidé de rendre publiques les conclusions d'une enquête dans une affaire pendante devant la justice. Alors que tout le monde sait que la commission actuelle, au fait, sa spécialité, en tout cas sa ligne de conduite, a toujours été de dire que quand la justice est saisie d'un dossier, la CNDH, en tout cas,
ne publie pas ses conclusions. Abdoulaye Seydou relève aussi que la CNDH n'a pas mis en contribution les informations dont disposent les organisations de la société civile qui ont marqué un intérêt dès les premières heures qui ont suivi l'événement de Tamou. Nous aurions quand même pu l'aider à consulter certaines victimes, certains témoins, et même prendre connaissance des éléments que nous avons réunis. Mais on a dit que l'approche a été inclusive et qu'on a travaillé avec des organisations de la société civile. C'est pour dire qu'au fait, les organisations M62 et les autres organisations qui ont marqué beaucoup plus un intérêt sur la question n'ont pas été consultés, impliqués dans le cadre de ce processus. Le mouvement M62 réaffirme qu'il va engager une procédure internationale pour amener l'État du Niger à dédommager les victimes conformément aux procédures légales et en toute reconnaissance du caractère sacré de la vie humaine. À présent, les coulisses du sabre national avec Mohamed Alpha, Ibrahim Amadou et Ismaël Falquier depuis DIFA. Bonne réception et bonne suite d'émission. Troisième jour de la semaine, mercredi 28 décembre 2022. Bienvenue à tous et à toutes au stade de la Concorde où se déroule la 43e édition du sabre national de lutte traditionnelle dans la région de Difa. C'est également le 6e numéro de votre émission Les coulisses du sabre national. Le reportage du jour nous parle de ces acteurs qui contribuent à l'organisation du sabre national de lutte traditionnelle. Ces acteurs sont les bouffons, communément appelés Tchale Tchale. Ils jouent un rôle important. Ils sont un des acteurs essentiels à chaque festivité du sabre national de lutte traditionnelle. Ce sont les bouffons, communément appelés Tchale Tchale. Ils imitent la chute des lutteurs, une manière d'attirer l'attention des spectateurs. sa'an nan da muke yanda muke yi dan la'ate gare mu sai mu zo da an zo an kada mu sai mu lataya mai ga waya mu tayi muna giyo mai kawai na shan kubewa mu sha duma mu sha gubewa sa'an nan kawai da muke yawo ana yawo dan guguwa sa'an nan masu ƙarfin suke zamananni wanda a isa shi wanda ƙarfi ne ga nan ba a san umarni da za a yi da shi ba ƙato sai shekara 40 baya da alme bai kula da mata ba ba yanzu ba da muke yanzu dan gogowa ga mace labin shi tun da an da shoci an kire ku an ko da ya bata kai dole sai ka saurara ka je da za a yi gashi an ka zabura ka fadi to ta zai zabura shi ba gwada faduwar da kai gobe ka diba ka ga irin faduwar da kai wanda ya kada ka sai ka saki da ka do ka bishi nan wannan wurin ba ka bishi. Abdou Issif, président de Tchale Tchale, s'est dit ému de l'organisation de cette 43e édition du sabre national de lutte traditionnelle dans la région de Difa.
surtout satisfait de la sécurité mise en place. Aikin cali-cali dama kamar in mutum wani zai da shi ya ɓaci. Amma in cali suka zo da laggan nan buja-buja da an zo suka ba da bica aka kada sai su yi dariya sai ya mace da wannan abu. Kada aikin cali shi yasa cali in ba su nan ba kokowa ba daɗi. Da yawo muka yi amma yanzu ba a barin mu yawata. Kuma ba lahani ba ne to da nan dai nan difa. An ce a tsaye da mutane wallahi masu iko gaban magalahin su ba sun kyauta saboda mu ake tsare da mu ake tsare da mu an hana kakka yawata a ga wani mugu ya labo don da wani zai zo shigo. Ces hommes font rire à travers leur habillement et leur façon de faire vibrer l'arène au rythme des lutteurs en vue de renforcer davantage la cohésion et la fraternité. L'invité du jour n'est autre que la STM, pas de plus. Nous serons avec Mahamadou Keita, le chef d'agence de STM. Comme annoncé au début de cette émission, les coulisses du sabre national, nous sommes avec le chef d'agence de la STM DIFA, Mahamadou Keita. Mahamadou Keita, nous sommes à la fin de l'année 2022. Quelles sont les perspectives de la STM? Bon, bonjour. Les perspectives de la STM, elle a commandé vraiment en 2023. Elle a lancé une commande de nouveaux bus qui vont venir pour vraiment satisfaire les clients dans leur voyage, équipés de caméras de surveillance qui vont se garantir les colis des passagers qui sont vraiment dans le bus. Oui, en cas de problème, parce qu'on rencontre des fois des petits vols dans le bus, mais cette fois-ci en 2023, vraiment la STM a fait de commandes de nouveaux bus, bien équipés, très spacieux, très jolis, plus que les années passées. Oui, cette fois, STM a fait ça vraiment pour satisfaire ses clientèles. Quelle surprise réservez-vous à la clientèle en cette année 2023? Bon, la surprise qu'on a réservée vraiment en 2023, il y aura des surprises vraiment qui vont être réalisées à la STM. Parce qu'on est en train de voir comment faire satisfaire les passagers. On est en train de voir leur proposer des prix. Par exemple, on a des clients fidèles qui viennent toujours à chaque STM. Quand on voit quelqu'un déjà, on le connaît. On dit un tel, tu es venu, même en ville ici, on se voit. Vraiment, on sait que lui, c'est un client STM déjà, on connaît son nom. Quand il nous appelle déjà, même au téléphone, on sait que c'est un tel. On lui fait des réservations, vraiment, on les a réservées de beaucoup de surprises, vraiment. Oui, il y a des surprises, si je peux le dire, il y a des cartes de visite. Il y a des cartes de visite, il y a des laissez-passer qu'on a vraiment fait des propositions au DG pour donner aux clients fidèles des laissez-passer vraiment indéterminés. Si je peux le dire, ici à DIFA déjà, on a 4 cas de laissez-passer. Des clients fidèles que le DG a donné aux passagers. À tout moment, ils peuvent voyager à n'importe où. Là où STM aujourd'hui, que ce soit à Cotonou, Lomé, ils ont vraiment laissé passer là pour voyager à tout moment, vraiment. Quel est le message fort à l'endroit de la clientèle? Oui, le message que la direction lance aux clients, vraiment, la direction n'a pas le mot, vraiment, elle remercie beaucoup les clients. Parce que ce que les clients nous font aujourd'hui, vraiment, on n'a pas le mot. Actu du jour, c'est le résultat des combats de la 5e journée. Dans la matinée de cette 5e journée de combat, Maradi a perdu un lutteur invaincu, Dalla Abani, qui a chuté devant Noura Hassan de Tawa en 1 minute 30 secondes.
Aïbo Hassan, le vice-champion, et Moussa Abdoulaye sont les 2 lutteurs invaincus de Maradi. Côté Tawa, ils sont également 2 lutteurs invaincus, Noura Hassan et Abdussalami Soumaïla. Le seul lutteur invaincu de Zender, Lawali Abdou Dantela, s'en est sorti devant Suleiman Sango de la région Haute d'Ifa. C'est dans le second combat. Dans l'après-midi, le combat entre Dosso et Tilaberi a été difficile pour la région du fleuve qui a perdu son unique lutteur invaincu jusqu'à la 5e journée de combat, Anas Amadou. Tilaberi rejoint la région Haute d'Ifa. Ce sont les 2 régions qui ont dit adieu à la course du sable national de lutte traditionnelle 2022-2023. Pendant ce temps, la cité de Guermakoy Dosso reste avec ses 3 lutteurs invaincus, Kadri Abdou, le champion en titre, Ali Seini et Isiakou Moussa. Dans le second combat, le seul lutteur invaincu d'Agadez, Saleh Daouda, a terrassé Aminou Ibrahim de Niamey en 8 minutes 34 secondes. Côté Niamey, les 4 lutteurs invaincus ont tous passé. Le programme des combats de la 6e journée est comme suit. La matinée, Niamey Maradi, Tilaberi Zander, l'après-midi, Difa Agadez, Dosso Tawa. Pour cette 5e journée, ils sont 13 lutteurs invaincus. Amis sportifs, amis sportives, mesdames, messieurs, merci encore une fois de plus de votre fidélité à la télévision à Bonferré pour avoir accepté chez vous les coulisses du sabre national.